Il est à maintenant question de recommandations personnalisées de contenu et d'évitement de biais de polarisation. On va parler de bulles de filtre aussi dans la présentation du projet du professeur Jean-Paul Calbimont, c'est juste, et de Jean-Gabriel Piguet de l'Institut d'informatique de la Haute École spécialisée du Valais. Alors bonjour à tous, je m'appelle Jean-Gabriel Piguet, moi je suis philosophe et éthicien du numérique. Le projet que je vais vous présenter dans quelques instants est le 6e projet que nous menons dans le cadre du Media Innovation Lab à l'Institut informatique de Sierre. C'est un laboratoire qui se concentre sur les défis numériques que rencontrent les médias contemporains. Alors dans le cadre de ce projet en particulier, le défi que nous avons voulu relever était celui des bulles de filtre. Alors très certainement, vous avez entendu parler de ce terme de bulle de filtre, mais plutôt en lien avec les questions de désinformation politique, de désinformation scientifique, et assez peu dans le cadre de l'industrie culturelle. Et le point de départ de notre projet était que cette question se posait aussi dans le cadre de l'industrie culturelle. Un algorithme de recommandation qui se contente de recommander toujours ce qui correspond aux habitudes passées d'un utilisateur ou d'une utilisatrice peut lui aussi créer des bulles culturelles et contribuer à former un monde dans lequel les individus ont leur propre carapace et sont complètement sourds aux objections qu'on peut faire à leur vision du monde. Dans le cadre de ce projet, on a voulu démontrer que ce n'était pas une fatalité que tout algorithme de recommandation contribue à former ce genre de bulle de filtre. Le but de ce projet était justement de créer un nouvel algorithme qui suscite l'attention de l'utilisateur, évidemment, mais tout en lui proposant des contenus qui ne correspondent pas exactement à ceux que son groupe culturel a l'habitude de lire. En l'occurrence, on s'est surtout concentré sur la question linguistique. Est-ce que des Suisses romands vont regarder des films produits en allemand et inversement? Alors ça peut sembler une question très mineure par rapport au Brexit, à l'élection américaine, etc. Mais nous, notre conviction était que justement, il fallait aussi casser ces bulles de filtre culturelles, y compris dans notre belle nation. Alors vous demandez sans doute, sur le plan technique, comment c'est possible? Comment est-ce qu'on peut à la fois capter l'attention de l'utilisateur ou d'utilisatrice et lui proposer des contenus qui vont un peu le déranger d'une certaine façon? Alors je vais laisser mon collègue informaticien répondre à cette question dans quelques temps. Moi, je vais plutôt m'occuper de la seconde question qu'on a souvent rencontrée dans ce projet, qui était une forme d'objection éthique. Et voilà mon rôle dans cette affaire. Souvent, et j'ai d'ailleurs discuté avec des collègues français qui ont rencontré la même objection dans le cadre d'un projet similaire au nôtre pour la radio publique française, souvent, il y a une certaine méfiance quand on dit qu'on va inciter l'utilisateur ou l'utilisatrice à regarder des contenus qui ne correspondent pas immédiatement à ses préférences. Certains même lâchent le grand mot de nos sociétés libérales, c'est du paternalisme. Alors, il a fallu qu'on réponde à cette objection dans notre projet. Plusieurs personnes nous l'ont fait. C'est ce que je vais essayer de faire. Alors, je crois qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir quand on veut inciter un utilisateur ou une utilisatrice à regarder des contenus qui ne sont pas spontanément ceux vers lesquels il se porte, il ou elle. C'est la coercition. Là, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce plan-là. Une attitude de coercition, dans notre cas, consisterait par exemple à faire en sorte que l'utilisateur ou l'utilisatrice n'ait plus accès ou très difficilement au contenu généralement apprécié par son groupe. Donc il y a plusieurs grandes plateformes numériques qui ont usé et un peu abusé de ce genre de stratégie dans le cadre de la lutte contre la désinformation. Donc l'intention était sans doute bonne, mais c'est vrai que quand on pratique le downgrading de contenu de telle sorte à ce que l'utilisateur en fait ne puisse pratiquement plus le trouver, la différence avec la censure s'efface un petit peu. Alors je voudrais dire 3 points sur cette question de l'autonomie et de la coercition. Premièrement, c'est que les plateformes de streaming, et à plus forte raison quand c'est une plateforme de service public, elles ont le droit d'avoir une politique éditoriale. Et notre algorithme, finalement, il ne change rien à ça. Il y a toujours une forme de contrainte quand vous allez sur une plateforme, c'est que les contenus qu'on vous propose, vous ne les avez pas choisis tous.
Donc notre projet, de ce point de vue, il ajoute strictement aucune contrainte, il n'en enlève aucune non plus, mais la SSR, a considéré qu'elle avait le droit d'avoir sa politique éditoriale et que de ce point de vue, c'est assez heureux. Deuxièmement, dans notre projet, il ne s'agit jamais de contraindre l'utilisateur. Il s'agit de lui suggérer des contenus, probablement qui vont un peu moins immédiatement lui plaire que d'autres, mais on ne le contraint jamais à choisir les contenus qu'on lui suggère. Et troisièmement, sur le plan peut-être plus philosophique, si on réfléchit bien, je pense que c'est un petit peu l'inverse qui est vrai. Notre postulat n'est pas paternaliste. On présuppose juste, on cesse de présupposer que tout individu ne peut aimer que ce qui lui plaît déjà, qu'il n'a aucune capacité de découverte, qu'il ne peut écouter que les discours avec lesquels il est déjà d'accord, etc., etc. Nous, notre postulat est inverse. C'est vrai que c'est un postulat, mais je pense qu'il a montré qu'il n'était pas irréaliste. À vrai dire, le problème d'autonomie, le problème éthique d'autonomie, il est un peu différent. Le vrai problème aujourd'hui, ça n'est pas tellement les algorithmes de recommandation diversifiés comme le nôtre. C'est plutôt d'assurer que l'information qu'on donne à l'utilisateur sur le fonctionnement de l'algorithme ou sur sa vie privée, il la lise. Vous savez tous qu'il y a un cadre législatif depuis 2016 en Europe qui est beaucoup plus contraignant, que nous avons même révisé notre loi. Donc il y a un certain nombre de critères que doivent respecter toutes les entreprises et même tous les organismes en Suisse comme ailleurs, comme en Europe. Mais il y a toujours un problème très vivant, c'est est-ce que l'utilisateur va vraiment lire les terms of use, les chartes qu'on lui donne à lire. Alors vous connaissez peut-être ce bon mot de deux auteurs anglo-saxons. Quel est le plus grand mensonge du XXIe siècle? Eh bien, c'est celui-ci. J'ai lu et je suis d'accord avec les termes d'utilisation. Donc je ne vais pas faire un sondage, on aurait pu savoir combien de fois dans la journée vous avez répondu oui à cette question sans du tout lire ce qu'on vous proposait. Alors ça, c'est un vrai problème d'autonomie pour le coup, parce que s'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de consentement informé. S'il n'y a pas de consentement informé, il n'y a pas d'autonomie. Je crois qu'il y a une discipline qui est née justement pour répondre à ce problème qui s'appelle le nudging for privacy. Alors ce n'est pas très connu, ça veut tout simplement dire qu'on cherche à donner des coups de pouce cognitifs pour que les gens lisent en fait, et s'informent sur leur vie privée, les algorithmes qui dirigent ou administrent leur vie. Donc ça, c'est une nouvelle discipline, donc très récente. Donc on ne va pas dire qu'on a tout révolutionné de ce point de vue-là. Mais ce qui nous a intéressé dans cette nouvelle discipline, c'est qu'elle essaye plutôt de rédiger des chartes qui sont faites pour que les utilisateurs et les utilisatrices les lisent, plutôt que simplement pour protéger juridiquement les entreprises. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous voyez que l'objectif n'est pas tout à fait le même. Alors, on ne va pas détailler toutes nos propositions de ce point de vue-là, mais l'idée, elle est finalement assez simple, c'est qu'il faut impliquer l'utilisateur en lui posant des questions. Toutes les expériences qui ont été menées sur cette question montrent que quand on pose une question, est-ce que vous voulez lire cette charte, bien les gens en fait lisent plus d'une part, et surtout s'ils disent non, c'est un vrai choix. C'est pas juste de la passivité. Donc ça, c'est la première grande stratégie qu'on a essayé d'appliquer. Et puis l'autre est encore plus simple, c'est de différencier évidemment les degrés d'information. Si vous faites un petit état des lieux des différentes chartes d'utilisation, des chartes de données, vous vous rendez compte que, même moi qui travaille là-dessus, je ne comprends pas toujours immédiatement ce qui se dit. Alors j'exagère un petit peu, mais c'est fait surtout pour des juristes et des citoyens experts. Donc l'urgence pour nous est de distinguer des niveaux d'information pour que le consentement informé ne soit pas un consentement informé purement juridique, mais qu'il soit un consentement informé effectif. Donc je crois que j'en ai assez dit sur l'autonomie. Si vous avez des questions, je vous laisse me les poser au cocktail. Et je passe la parole à mon collègue qui va répondre à la question technique. Merci. Alors, je vais continuer la deuxième partie en anglais. So, after discussing the ethical aspects, I will discuss the technical aspects of the project. So, we try to introduce certain new recommendation algorithms to the PlaySwiss platform, trying to look for diversity and serendipity. So, serendipity we mean like recommendations that are kind of surprising to you, but positive in a sense. So, in order to do that, first we introduce feature engineering. So the PlaySwiss platform has this characteristic that it respects user privacy, and we don't have, like in other systems, we don't have information about the sex, the age, the gender, and other personal information of the users. So it's more and more difficult to provide
recommendations within this context. But we introduced new features, like when does the person is looking at this content, what type of content at what time of the day, and also we analyzed the audio and subtitles, because that's something that we have. And from that we can derive information like guessing what is the maybe native language of the person who's using that. And we can use this information to try to personalize, but at the same time diversify the content that is offered to the people who are consuming the PlaySwiss platform. So using these new features, we also try to understand and see what are the content that these people may like. We also don't have this information. We don't have these ratings that we may have in other kinds of websites. But what we can do is to try to analyze, so this person has watched this series for just 10 seconds and then it was over. So maybe that person doesn't like that content. And in that way, we try to analyze what are the kinds of interactions that we can use in order to derive this information, at least to some degree, with some degree of certainty. So using all these new features that we have extracted, we try to elaborate a new algorithm for recommendation. So you may be used to the traditional types of recommendation that we have, like content-based or collaborative filtering, where you are recommending things that you already liked or similar based on the content features, or maybe things that people who are similar to you in some sense have already consumed. So these are kind of the traditional and the best baseline that we have. But these ones, they do not focus on diversity, they do not focus on new things and on expanding the cultural bubble in which you are living. So what we're trying to do, and we achieved in the project thanks to the IMI funding, is that we could elaborate this new algorithm based on clustering. So we group the users based on the features that I have explained before. So the kind of language that they have, that they consume, the times of day, hour of day where they consume this content. And using this, we can create these groups, these clusters of people. So people who have similar characteristics, we can group them together, but some of them, as you can see in this graphic, maybe they are a bit alike another group. So we can say maybe this person is sufficiently open to like content that is a bit different. So we have this balance between things that you like and things that maybe you're open to like in the future. So that's what we try to do with these clusters. We implemented this algorithm. So you can look at the details that we have written in a scientific paper that describes this in detail. But we try to do this. We try to create these clusters, find users who are potentially open to different and diverse type of content, and try to offer that to them. So another important challenge in this respect is the metrics. What are the metrics? How do we measure serendipity? How do we measure novelty? So these are things that are not straightforward. We have made a proposition for that tries to balance the degree of likelihood that you will like the proposed content and the degree of diversity that this content offers to you. So of course, it's the solution that we provide is maybe not perfect, but we have found in the evaluation that we present in this work that we have at least a solid baseline for future work. So wrapping up, so we can say that in this project, we try to bring diversity to personalized recommendations, but not just from a technical perspective, but as it was mentioned before, also offering this opportunity for having ethical considerations beforehand and recommendations that we have also written in a more social-oriented paper that is also available for this. And we also have provided this idea of nudging for privacy with very concrete suggestions that could be implemented and that can be implemented very easily, that were mentioned before by my colleague Jean-Gabriel. And finally, these algorithms, metrics, and solutions that can bring serendipity, so surprising but positive new content for people, and an implementation that it's available in order to be used. So with that, I thank you very much, and on behalf of the Media Lab and the Institute of Informatics of Sierre, HSSO Valais, I thank you very much.